Bienvenue sur le podcast de Dixit.net, agence de conseil et de recherche sur les transitions urbaines. Nous donnons ici la parole à celles et ceux qui font la ville d'aujourd'hui et de demain. Bonjour, je suis Sylvain Grisot, urbaniste fondateur de Dixit.net. Le 10 mai 2021, j'ai échangé avec Gabriel Plassat, ingénieur à l'ADEME et cofondateur de la Fabrique des mobilités. Ensemble, nous avons commencé à explorer le thème des communs et de leur rapport à la ville, en évoquant le covoiturage, ces objets liens qui façonnent les collectifs, les enjeux de résilience des territoires et même la culture chinoise de la copie. J'espère que, comme moi, cette conversation vous permettra de découvrir un peu plus la puissance des communs. Retrouvez toutes nos publications et notre newsletter du mercredi sur Dixit.net. Bonne écoute. Gabriel Plassat, bonjour. Bonjour Sylvain. Alors Gabriel, tu es ingénieur à l'ADEME, actif sur de très nombreux sujets, et notamment les énergies, les mobilités ou la prospective. Mais tu as aussi une autre casquette, enfin tu as plein d'autres casquettes, mais notamment une autre qui nous intéresse aujourd'hui, c'est celle de cofondateur de la Fabrique des mobilités, qui a pour ambition, je vais mettre des guillemets, de construire une mobilité plus durable via les communs. Alors, qu'est-ce qu'on appelle les communs ? C'est justement là-dessus, je voudrais qu'on échange aujourd'hui. Est-ce que déjà on pourrait commencer par ça, à poser le sujet un peu brièvement. Qu'est-ce qu'on appelle un commun ? Alors, un commun se définit par une ressource. Un commun, c'est un actif qui peut être de la connaissance, des données, un logiciel ou un objet, du matériel, et il se caractérise ensuite par des règles pour le gérer qu'on retrouve dans la licence qui va être choisie, et une communauté qui va chercher à faire grandir cette ressource, d'abord à la constituer, et puis à la développer, à l'améliorer. Et donc ça, c'est assez différent d'une ressource propriétaire, où le propriétaire, c'est celui qui développe et qui garde la ressource. Là, la communauté, alors on a au départ quelques acteurs qui s'accordent sur l'intérêt de cette ressource, puis après elle peut grandir et finalement on ne sait pas jusqu'où la communauté peut s'étendre, et on ne sait pas non plus les usages, tous les usages de la ressource, quoi. Donc voilà, le commun, c'est une ressource, une licence et une communauté qui va gérer le développement de la ressource. Et c'est pas que du logiciel, on va le voir, hein. Donc ça peut aussi toucher des objets, mais aussi de la donnée, aussi des idées ou de la propriété intellectuelle. En tout cas, ça a ceci d'intéressant que ça échappe souvent à ses créateurs. Ça vit sa vie parce que peut-être qu'ils en font le choix. Mais on va voir. Comment est-ce que tu peux nous raconter un peu ton cheminement avant qu'on arrive dans le concret et dans des exemples très 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 concrets de ce que peut être un commun et de ce à quoi ça peut servir pour faire la ville. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton cheminement pour arriver à t'intéresser à ces questions-là ? Alors, ça va prendre un petit peu de temps, mais le cheminement, en fait, il est le suivant. Il y a à peu près une dizaine d'années, donc moi j'ai une formation d'ingénieur motoriste, donc je viens plutôt des sciences dures, de la physique, voilà, des moteurs, tout ça. Tu fais partie de ceux qui truquent les moteurs diesel, c'est bien ça ? Je saurais faire, je le savais faire. Non, je sais un peu plus loin, pardon. Et puis, donc, il y a une dizaine d'années, je m'intéresse en fait au système. Je décide de passer de la technologie à regarder justement le système des mobilités, le système global du transport de marchandises, et de regarder en fait, ma question à l'époque, c'est quels sont les acteurs qui ont intérêt à ce que ça change, quels sont les jeux d'acteurs futurs qui vont émerger. Et à partir de là, je commence à m'intéresser aussi, on est en 2008-2009, au numérique. Il commence à y avoir l'iPhone qui arrive, il commence à y avoir des applis. Mais qu'est-ce que ça va faire, ce truc-là ? Et j'ai assez tôt la conviction que le numérique va jouer un rôle dans le domaine de la mobilité, des transports, et qu'on a une transition d'acteurs bien alignés, avec des sous-traitants, des chaînes de commandement bien rigides, à un écosystème d'acteurs un peu bouillonnant, et puis arrivent des startups au départ petites, puis après des startups qui réussissent, qui commencent à transformer des marchés entiers et à bouleverser des jeux d'acteurs. Et on a donc un écosystème d'acteurs avec des relations. On ne sait pas bien d'ailleurs qui est concurrent, qui est un allié. Voilà.
Donc, grand nombre d'acteurs hétérogènes. C'est ça, pour moi, la caractéristique du secteur des transports, mais comme d'autres secteurs, en fait. Hétérogène, ça veut dire qu'il faut, pour avancer, il faut faire travailler ensemble des acteurs publics et privés, des gros, des petits, avec des cultures différentes. Et donc, ma question à ce moment-là, c'est comment on arrive à être plus intelligent ensemble? Comment un écosystème d'acteurs hétérogènes, en grand nombre, devient intelligent et se coordonne, sachant que c'est la vitesse du plus lent qui donne la vitesse de l'ensemble. Et donc, je m'intéresse du coup à l'intelligence collective. Je me dis, il faut que je regarde, c'est quoi l'intelligence collective, comment des... Et là, voilà, je lis des choses là-dessus et j'en arrive à certains concepts autour de l'objet lien. C'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressé. Donc, l'objet lien, dans des petits collectifs entraînés, comme par exemple des équipes de sport, le ballon de foot, c'est un objet lien. Donc, qui permet aux équipes de se coordonner immédiatement et de se repositionner, de se reconfigurer sans chaîne de commandement. Tout le monde sait automatiquement ce qu'il doit faire et à la fois en agissant sur le ballon, mais aussi en fonction de la position des autres. Et donc, ma question a été, quel est l'objet lien? Quels sont les objets liens dans des écosystèmes industriels? Y a-t-il des objets liens dans des écosystèmes industriels? Donc, comment est-ce qu'on arrive à faire évoluer, pivoter, enfin, on parlerait de transition maintenant, c'était peut-être pas le terme il y a 10 ans, un secteur qui était celui qui est toujours celui qui t'intéresse du transport ou plus globalement de la mobilité, en sortant de la focalisation sur la technologie pour parler système, en sortant de l'objet, mais pour y revenir après, sortant de l'objet pour parler des acteurs, sortir des acteurs, des organisations claires et lisibles entre les acteurs vers ce que tu appelles les écosystèmes bouillonnants, avec un outil qui est donc le commun, l'objet lien. Quelle est la relation entre les deux? C'est des formes, finalement, non pas d'auto-organisation, mais des formes d'organisation automatique qui permettent d'éviter des formes de hiérarchie, c'est ça? C'est un peu ça l'idée, ouais. Donc l'hypothèse, en fait, ça a été de dire le commun, est-ce que le commun pourrait être un objet lien dans un écosystème d'acteurs hétérogènes? Et donc tu vois, j'en arrive au commun par ce cheminement, pas du tout par la théorie des communs que je découvre après. Et je découvre effectivement qu'en France, il y a énormément de théoriciens, de chemins académiques sur les communs, etc., qui d'ailleurs sont très étanches au monde industriel. Alors que, et du coup d'ailleurs, face à des acteurs industriels, j'utilise même pas ce mot en fait, parce qu'il est connoté, il est assez mal compris, ou assez, il ne permet pas de porter le message que je veux travailler, qui est celui de la ressource en fait, qui est à la fois utile aux acteurs. Et donc la question qu'on pose, c'est de quoi vous avez besoin maintenant et que vous avez intérêt à faire ensemble. Sous-entendu, vous êtes des acteurs d'un domaine, vous avez des problèmes à résoudre. Identifiez la ressource qui vous permettra à la fois d'être utile tout de suite maintenant, donc vous en avez intérêt, donc vous avez intérêt à la faire. Et en même temps, cette ressource, une fois existante, elle fera comme un ballon de foot, elle vous permettra, en évoluant, de vous auto-coordonner autour de la ressource, de vous auto-adapter sans chaîne de commandement, et de vous voir avancer. Vous pouvez vous voir avancer à travers la ressource. Je fais des parallèles, alors tu me diras s'ils sont douteux, mais finalement sur cet objet qui devient une forme d'alibi pour être ensemble, et pour créer du collectif, c'est un peu le démarrage de l'Union européenne qui finalement a commencé par une coordination de l'action de quelques pays autour d'objets limités, notamment la communauté du charbon et de l'acier. On trouve un objet de coordination sur lequel il y a à la fois un intérêt immédiat, mais finalement arriver à se coordonner sur ce petit objet, qui était déjà important à l'époque, permet quoi qu'il en soit d'inventer une forme de collectif qui ensuite peut inventer d'autres choses. Exactement. D'accord, oui. Donc on est en effet... tu pars plutôt d'un commun qui serait un outil de coordination et une façon de mettre ensemble les acteurs autour de la table, et on est loin des théories juridiques ou de sciences politiques qui sont plutôt le sous-jacent en effet des théories autour des communs aujourd'hui, même si évidemment les deux se ressemblent. C'est-à-dire qu'il y a aussi des questions de langage, de
de vocabulaire, il faut aussi faire la traduction entre les mondes des uns et des autres pour arriver à s'entendre. Alors tu parles du monde de l'industrie qui marque la question, les enjeux de mobilité et de transport, hein, puisqu'on est vraiment sur des acteurs importants, à la fois publics et privés. On élargit ici le sujet à la ville, mais je sais que c'est aussi devenu ton sujet d'une façon ou d'une autre en s'y intéressant, notamment parce que la mobilité est au cœur de notre façon de faire la ville, de toute manière, et qu'elle fait partie de ce système complexe. En quoi est-ce que ces outils-là ou ces objets-là peuvent ou pourraient nous servir finalement à faire la ville un petit peu autrement? Peut-être qu'on pourrait aussi commencer par quelques exemples assez concrets développés dans le cadre de la fabrique des mobilités. Là-dessus, sur lequel il y a un certain nombre d'initiatives qui ont été prises et de ressources de ce type-là mises finalement en commun. Ouais, dans la fabrique, donc on s'attelle à ce travail à la fois de préparer et d'inviter les parties prenantes à essayer de répondre à la question de quoi vous avez besoin maintenant et que vous avez intérêt à faire ensemble. Alors au début d'ailleurs, on l'attaquait globalement. Et ça donnait pas grand-chose. Il faut vraiment découper en petits problèmes pour avoir peut-être moins de personnes, des personnes qui se connaissent parce qu'elles agissent dans un champ assez limité, les acteurs du covoiturage, les acteurs du vélo, ceux de l'autopartage, ceux des trottinettes. Voilà, et là-dedans, on arrive à, même avec des acteurs concurrents, à trouver des éléments de réponse à cette question. Alors c'est souvent d'abord fédérez-vous ensemble, créez une association de défense des acteurs d'autopartage. Vous êtes concurrents, mais vous avez intérêt à ça en commun. Maintenant, ensuite un standard pour décrire une offre d'autopartage ou d'auto covoiturage, etc. Puis après, on monte dans la complexité. Et donc un exemple concret, une idée qu'on a eue dans la fabrique qui est maintenant réalisée à l'extérieur, c'est un registre de preuves de covoiturage, donc qui permet de certifier que 2 personnes covoiturent. Donc ça, c'est entre l'utilisateur et l'opérateur, mais ça intéresse aussi un tiers qui est l'autorité organisatrice, qui va pouvoir inciter, donc donner un peu d'argent à celui qui covoiture en passant par l'opérateur. Et donc ça, c'est un premier effet positif tout de suite maintenant. Et le deuxième, c'est que la personne qui covoiture, l'opérateur va renvoyer à l'autorité le trajet covoituré de façon anonyme. Mais du coup, l'autorité organisatrice, elle peut voir sur une carte où les gens covoiturent sur son territoire, information qu'elle n'avait pas et qui lui permet de prendre de meilleures décisions, de faire des aménagements, des parkings de covoiturage aux bons endroits, en s'appuyant sur les pratiques réelles des gens qui covoiturent. Et donc, c'est vraiment l'objet lien là. Tu vois, ça met en relation les 3 parties prenantes de ce petit sujet du covoiturage. Alors, et si on prend cet objet lien, donc on voit le besoin concret. À un moment, il y a des politiques publiques qui visent à intensifier l'autopartage. Alors, pourquoi pas en le facilitant d'un point de vue fiscal ou financier, sauf qu'il faut bien une preuve derrière. Très bien. Donc, ça veut dire qu'on a des acteurs qui sont concurrents, qui, quoi qu'il en soit, vont travailler ensemble pour finalement bâtir cet objet lien, mais qui est une forme de socle aussi de leur dialogue, où ils pourraient construire une norme aussi. Donc comment ça s'est passé là-dessus? Comment est-ce qu'on passe de collaboration ou concurrence à, finalement, de ce ou au et, à la fois collaboration sur certains sujets autour de ces objets, quoi qu'il en soit, en restant concurrent? Alors d'abord, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Il faut un petit peu de temps à la fois pour que les personnes se connaissent, se fassent un petit peu confiance et en tous les cas s'écoutent. Et puis, il faut arriver avec des propositions, il faut avoir une liste de propositions dans lesquelles les gens peuvent piocher. Et puis, faut être aussi clair, il y a aussi l'opportunité, c'est-à-dire l'opportunité générée par ce commun, qu'est-ce qu'il permettra de faire. Et si vous ne le faites pas, vous avez potentiellement des tiers, d'autres acteurs qui peuvent venir vous poser des problèmes sur votre marché. Donc, vous-même, entre vous, vous avez intérêt à vous fédérer sur un certain nombre de choses parce que, donc, sur le covoiturage, j'avais pris cet exemple à l'époque, qui vaut ce qui vaut. Si Facebook rajoute une fonction covoiturage sur sa plateforme, quasiment du jour au lendemain, vous pouvez arrêter votre activité.
Donc, fédérez-vous, trouvez des moyens de développer votre modèle économique, et notamment avec ce mélange de financement par les personnes qui covoiturent, mais aussi par des acteurs publics. Et les acteurs publics, ils sont rassurés avec ce principe de registre de preuves. Et donc, c'est un mécanisme gagnant-gagnant. Alors, on se fédère, mais pas que pour se fédérer. En fait, on se fédère autour de l'objet lien. C'est l'objet qui nous permet justement de nous fédérer. Peut-être ensuite d'avoir une parole commune, mais c'est finalement plutôt une conséquence qu'une finalité initiale. Est-ce que ça, c'est un type de démarche qui est réservé à certaines ou certains ? Est-ce que ça demande un état d'esprit particulier aujourd'hui ? Est-ce que c'est finalement réservé à celles et ceux qui ont mis les doigts à un moment ou à un autre de leur vie dans du logiciel libre, qui en ont bénéficié, qui sont inspirés par ces philosophies-là ? Finalement, comment est-ce qu'on arrive à comprendre que cette ressource mise en commun, finalement, plus elle est utilisée, plus elle sert à chacun individuellement ? Alors, ça ne parle pas à tout le monde, effectivement. Plus on a une culture numérique, plus ça parle. Alors, il se trouve que le numérique remonte toutes les industries, et donc, que vous le vouliez ou non, vous devez vous intéresser à ce sujet-là. C'est un peu ce qu'on dit aussi, c'est que même si c'est a priori un sujet qui est plutôt porté par des acteurs numériques, dans tous les cas, vous devez vous y intéresser comme étant une hypothèse ou une option de travail. C'est-à-dire que ce n'est pas la réponse à tout. Mais dans certains cas, pour travailler certains sujets, vous avez intérêt en fait à regarder ce que vous pouvez même externaliser finalement. Vous êtes une entreprise, vous avez intérêt à vous alléger d'un certain nombre de choses que la communauté peut porter. Ça vous permettra d'abord vous recentrer sur votre différenciation vis-à-vis du marché, de mutualiser ce qui est mutualisable, vous partagez les risques, vous créez même un standard et vous pouvez ensuite vous appuyer dessus. Et donc ça, on invite les acteurs, les entreprises, les acteurs privés à se former à cette façon de penser, parce que dans certains cas, c'est plus efficace que des démarches 100% propriétaires qui peuvent être plus lentes. Et en fait, il y a une notion d'espèce de porosité dans la ressource, c'est-à-dire que c'est un compromis entre vous développez une ressource propriétaire. Vous en avez potentiellement tous les bénéfices futurs, mais vous en avez aussi toute la charge dès le départ. Ensuite, ça va être très dur si elle est propriétaire, qu'elle se connecte à d'autres plateformes, à d'autres acteurs que vous ne connaissez pas à l'avance. Donc, vous êtes un peu condamné à rester seul avec cet actif. Quand on voit que le monde devient interconnecté avec des écosystèmes d'acteurs avec lesquels vous devez apprendre à travailler, versus vous ouvrez tout, la ressource ne vous appartient plus, potentiellement la valeur se diffuse, etc. Et donc, entre ces deux extrêmes, vous avez des licences, vous pouvez gérer cette perméabilité. Et donc, presque la licence est un territoire d'innovation en tant que tel, autant que la ressource elle-même, en fait. Les ressources, les acteurs, donc ce qu'on vient de se dire, c'est qu'il n'y a pas les acteurs bons et les acteurs méchants, ceux qui jouent du commun et ceux qui sont sur des logiques ultra fermées, etc. Mais c'est les communs, mettre en commun une partie des ressources peut être aussi une stratégie, y compris d'intérêt. En tout cas, l'idée, c'est d'élargir le portefeuille des options avec cette question-là, qui présente beaucoup d'intérêt, notamment dans le cadre de déploiement ou de massification de solutions ou structuration d'un marché nouveau. En même temps, on le voit, ça a aussi envahi quelque part notre quotidien. On comprend bien, notamment sur la question de la propriété intellectuelle. Alors évidemment, il y a la question du logiciel avec notamment toutes les Creative Commons, mais aussi sur d'autres objets, notamment des productions artistiques ou autres. Nous, chez Dixit, on essaie de produire le plus possible de choses sous statut Creative Commons. Et en effet, il y a différentes typologies de licences. C'est sans doute qu'un seul des exemples, il doit y en avoir beaucoup. Différentes typologies de licences qui permettent à la fois de distribuer, d'ouvrir, toutes finalement en gardant une forme de reconnaissance et de visibilité de façon assez intéressante et pertinente, en tout cas par rapport
à ce qu'on produit. On a un autre exemple important, je ne sais pas si tu le mets, sans doute, hein, dans une des catégories des communs, sur les données urbaines, les données d'usage notamment, avec un mouvement autour de l'open data qui est important depuis quelques années, qui est lié à un contexte réglementaire, mais aussi une prise de conscience par beaucoup de collectivités que finalement elles avaient beaucoup de données qui pouvaient servir à autre chose que simplement remplir leurs ordinateurs et qu'éventuellement elles pouvaient être croisées, elles pouvaient permettre de créer de la valeur, que ce soit une valeur d'usage, voire même une valeur économique par certains opérateurs à partir du moment où on les ouvrait à l'extérieur, on les rendait accessibles et bien souvent aussi où on se mettait d'accord sur des formats de données. Enfin, tout ça n'est pas aussi simple que de créer un lien sur Internet. Alors ça, c'est un exemple hein, sur les données urbaines. Tu as un retour sur ces questions-là ? Un retour, dans le transport, ça a été un des premiers secteurs où l'open data c'est vraiment déployé. En tous les cas, il y a eu un gros travail qui a été fait. Il y a une plateforme nationale issue d'une directive européenne. Donc, il y a vraiment un travail sur l'open data transport. Nous, on a un projet où on essaye de sortir de la dualité open data public, données privées fermées, et on rajoute le citoyen. Le RGPD, avec la portabilité, permet aux citoyens de récupérer ces données en matière notamment de mobilité. Et donc, c'est le projet Mon compte mobilité, dans lequel le citoyen aura ses données d'usage et des acteurs tiers pourront interroger nos comptes mobilité pour savoir si on est éligible, par exemple, à des aides en fonction de la façon dont on se déplace. Donc ça permettra à la fois de protéger la vie privée et de tirer parti des données d'usage de chaque citoyen. Après, est-ce qu'aujourd'hui, les collectivités ont fait levier de la donnée pour prendre de meilleures décisions et revoir leur réseau de transport, développer des services de mobilité? Je ne pense pas. En tous les cas, c'est pas flagrant. L'exemple du covoiturage, pour moi, c'est un premier exemple où on a un dispositif qui permettra de prendre de meilleures décisions par la donnée. Et puis, ce qu'on a remarqué aussi, c'est qu'on est en train de travailler aussi sur des outils pour créer des données, par exemple des données de trafic. On a assez peu de données sur des flux de vélos où on peut aider en tous les cas des collectivités à développer des systèmes de comptage avec des logiciels open source, là aussi. On a un projet là-dessus. Et je crois qu'il y aura tout un travail à faire sur des outils d'aide à la décision. Et moi, ce qui m'a aussi motivé pour le projet Mon compte mobilité, c'est de voir le projet de Google qui s'appelle Replica, qui prévoit de faire du conseil aux collectivités en s'appuyant sur les normes connaissances de Google en matière de données d'usage. Et donc, je dirais, pour sortir de ça, le projet Mon compte mobilité, c'est une des options, quoi. Donc, beaucoup d'enjeux sur la donnée, pour le coup, pour faire la ville notamment. Enfin, pour prendre les décisions, tu l'as suffisamment dit, hein. Prendre les bonnes décisions. Alors, à l'évidence, mais on le voit peu encore en pratique, hein, on mobilise déjà beaucoup de données sur l'élaboration des réseaux de transport. Mais c'est souvent du comptage encore, hein. C'est souvent encore finalement de la donnée à l'ancienne qu'on vient produire à façon pour le besoin du moment ou des données d'exploitation et finalement peu de données issues notamment des individus qui fréquentent, qui utilisent et qui utilisent aussi les alternatives. On le voit, on a un champ complètement aveugle, pratiquement aveugle, d'où l'intérêt de développer des outils sur les mobilités alternatives, notamment piétons et vélos, hein. On a extrêmement peu de données pour quantifier les flux d'usage, pour les localiser, pour repérer les manques et les défauts en termes d'infrastructures et d'aménagement. Bref, là, on a beaucoup de champs quand même sur le champ urbain d'ouverture à la fois sur des outils, des données ou des méthodes qui peuvent valoriser ces communs, ces fameux communs
ou ces objets liens, peut-être que le terme est encore plus sympathique. Alors, vous avez une réflexion au sein de l'ADEME aujourd'hui sur cette question de la ville et notamment de la résilience urbaine face au changement climatique, mais plus globalement, face au changement, au choc, etc. Est-ce qu'on peut en parler et notamment commencer à esquisser de façon un peu concrète la forme que pourraient prendre ces communs autour de la résilience urbaine? Oui, alors du coup, ça c'est l'expérience de la Fabrique des mobilités qui d'ailleurs s'est répliquée dans d'autres verticales ou dans d'autres domaines, dans l'énergie, dans la santé et même dans l'éducation. Du coup, ça a donné l'idée de lancer à l'ADEME non pas un appel à projet, mais un appel à commun. Donc sur ce thème que tu as mentionné, de la résilience des territoires. Où donc la spécificité par rapport à un appel à projet, c'est qu'on va imposer la licence. On va dire, on vous invite à réfléchir à des projets, à produire des ressources. Par contre, on impose la licence, enfin on impose des licences qui vont faire que ces ressources sont des ressources ouvertes. Et on a travaillé des défis, donc des champs plus particulièrement, parce que la résilience c'est immense. Et donc on a 9 défis, à la fois des défis sectoriels et puis des défis perpendiculaires, si on peut dire, mieux décider ensemble, mieux capitaliser, etc. Et on a reçu là une vingtaine de projets de commun qui sont essentiellement des outils de diagnostic de la résilience, des outils de prise de décision, de compréhension de la complexité ou de visualisation de la complexité des acteurs, des paramètres, et également des outils pour gérer la connaissance dans ce domaine-là qui est porté par une multitude d'acteurs. Et donc, comment on peut naviguer en fait dans ce champ de connaissances-là pour éviter de se perdre et pour voir un peu aussi toutes les ramifications, pour avoir un peu une image de l'ensemble. Donc, ils sont accessibles. C'est aussi la nouveauté, c'est que tout est transparent en fait. C'est que les porteurs déposent les projets qu'ils ont envie de déposer. On peut faire des liens aussi entre les projets, voir si certains peuvent fusionner ou certaines ressources peuvent être développées ensemble. Donc, ça réinterroge même aussi tout le processus de soutien public à l'innovation. On ne va pas soutenir de la même façon des acteurs dans le cheminement et dans la production. Donc c'est intéressant parce que finalement ce processus d'élaboration de commun devient presque en lui-même un commun. Et donc là on voit bien aussi la puissance de ces outils-là, c'est-à-dire qu'à partir du moment à la fois où on ouvre, mais on documente aussi, il y a un enjeu de documentation qui est toujours extrêmement important, il y a la capacité à ces idées, ces outils, ces méthodes à se déployer et se multiplier de façon quasiment autonome. Alors on le sait, il faut amorcer la pompe, faut structurer, faut structurer le débat, repérer les acteurs, commencer à avancer. Vous avez déjà acquis une expérience là-dessus sur ce qui marche et ce qui marche pas ou ce qui marche moins, en tout cas dans le domaine de la mobilité, à répliquer sur d'autres sujets. Sur cette question de la résilience urbaine qui est à la fois très vaste et en même temps à laquelle on a énormément de mal finalement à répondre avec les outils traditionnels. D'où l'importance et d'où l'intérêt aussi d'inventer de nouvelles façons de voir les choses. C'est peut-être ça, les outils de diagnostic, de se coordonner. C'est peut-être ça aussi, les outils ou les méthodes qui sont nécessaires ou à mettre en avant. Peut-être qu'il faudrait aussi qu'on ait des vraies définitions de ces enjeux de résilience. De quoi parle-t-on, puisqu'aujourd'hui, rien que se mettre d'accord là-dessus, c'est déjà un objet, c'est déjà un enjeu. Est-ce qu'il y a quelques pistes qu'on peut d'ores et déjà amorcer, alors sans préjuger de ce qui sera retenu ou pas, de ce qui fusionnera et surtout de ce qui évoluera, mais puisqu'on est sur un processus complètement transparent, y compris des dossiers déposés, est-ce que tu peux nous donner quelques exemples? Alors, il y a des projets sur les thèmes, il y a quelques projets sur le thème de la mobilité. Il y a également des projets sur l'urbanisme, dont un projet sur la rue qui est intéressant parce qu'il aborde le sujet de façon un peu, je trouve, assez originale. Des projets sur l'urbanisme circulaire également, les îlots de chaleur.
Et voilà, donc moi je vous invite à aller voir sur le site et sur le wiki, wiki.résilience-territoire, qui contient à peu près tous les projets. Et après, ce qui est intéressant, c'est de voir aussi un projet qui ne va pas être sélectionné pour financement parce qu'il n'est peut-être pas prêt en fait pour être financé. L'appel se clôturant en fin d'année, on va l'inviter à évoluer. Et donc, voilà, toutes les parties prenantes sont invitées aussi à finalement collaborer autour de ces débuts de projets de commun qui ont été déposés, quoi. Alors, on manquera pas de mettre l'ensemble des liens et des références sur le commentaire du podcast, et surtout, on manquera pas dans les prochaines semaines et les prochains mois de suivre tout ça, voire même on s'interdit pas d'y participer chez Dixit, étant complètement dans cette philosophie-là. Alors c'est que le début d'une exploration des communs. On a un thème qui nous est cher ici, qui sont les sols communs, mais on y reviendra plus tard. Est-ce que pour aborder ce sujet-là par un biais traditionnel ou peut-être plus original, tu aurais quelques conseils de lecture ou d'écoute à nous donner? Alors, j'ai un peu écrit sur le sujet, sur mon blog, qui s'appelle Transport du futur, mais qui parle pas que du transport. Et puis, sur le blog de la Fabrique, il y a quelques éléments un peu d'autodiagnostic, de comment ces choses-là se mettent en œuvre, sont compris par les différentes parties prenantes. Et peut-être qu'on me conseille, je regarde aussi pas mal la Chine, parce que la conception de la propriété n'est pas la même, propriété intellectuelle. La valeur de la copie non plus n'est pas la même. En Europe, c'est plutôt dénigré, alors que la copie en Asie, c'est plutôt très bien vu. C'est un processus qui est important. Et en fait, il y a un concept qui s'appelle Shanzai, qui est autour de la copie au sens du fake, un peu pour l'Europe, mais qui maintenant est repris par même des acteurs industriels. En fait, vous avez dans certaines villes comme à Shenzhen à peu près l'intégralité des produits électroniques fabriqués du monde entier. Et les Chinois savent très bien ce qu'ils font et donc ils sont capables dans un temps très court de prototyper un peu de n'importe quel objet. Et leur façon de penser, c'est quand ils développent un produit pour le grand public, en même temps, ils déclinent une version ouverte, un peu B2B, pardon, que pourrait utiliser un autre acteur industriel pour faire quelque chose auquel il n'aurait pas pensé. Et donc, là-bas, est disponible sur étagère à peu près toutes les briques de Lego pour prototyper des objets et bien sûr des logiciels. Et donc, ça a été un peu rédigé. Enfin, il y a un livre qui s'appelle Shanzai qui décrit et qui mêle à la fois cette façon de faire et la culture asiatique de la copie. Et je ne sais pas si vous avez vu récemment, mais ces 6 derniers mois, il y a eu beaucoup d'acteurs industriels chinois, plutôt du numérique, qui arrivent dans l'automobile. La plupart ont annoncé, quasiment tous, qu'ils allaient faire des plateformes véhicules open source. Et donc, pour moi, c'est fascinant de voir se dérouler là maintenant une transformation avec des gros acteurs. C'est pas des petits acteurs, ils ont des capacités financières industrielles très puissantes. Arriver sur le sujet d'automobile de cette façon-là. Et ça tranche complètement avec le discours très classique des constructeurs automobiles français ou européens. Oui, on va produire un skateboard, c'est-à-dire une plateforme et 4 roues avec évidemment tous les systèmes afférents, ce qui est permis aussi par la simplification des procédés liés à l'électrification des véhicules. Mais dès le début, on se positionne en open sourçant tout ça, alors que les grands industriels européens, pour le coup, ont tellement fermé leur procédé industriel qu'à la limite, ils ont même du mal à parler entre services, entre eux, dans leur société. Donc un changement de culture aussi, un changement de rapport à ces objets-là. Merci beaucoup, Gabriel. On va explorer
ferait ça, on va lire ça. On aime bien aussi se décaler par rapport à nos registres habituels. On mettra l'ensemble des liens, notamment tes articles, dans les commentaires du podcast et on manquera pas de revenir vers toi à la fois pour parler de cet appel à commun sur la résilience des territoires, mais plus globalement pour reparler mobilité et autres. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci Sylvain, au revoir. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter sur dixit.net/newsletter et à bientôt pour une nouvelle rencontre avec celles et ceux qui font la ville d'aujourd'hui et de demain.